Est-ce que vous faites des parties des désabusés, des cyniques? On a Paul au bout du fil. Paul, on vous écoute. Est-ce que, selon vous, la CAQ, le PQ, le PLQ, c'est du pareil au même? C'est tout des pourris? Regarde ça, regarde, le Parti québécois, là, c'est pas une option, c'est de la corruption tout crefeuille. Ils font partie... ils marchent main dans main avec les syndicats. À partir de là, oublie ça, c'est carrément corruption. On a été toujours mal servi par eux autres, puis pas mieux par le Parti libéral. Vraiment, je suis dessus d'eux autres. Ça a toujours été, on sent... C'est endetté d'une fois à l'autre. Le dernier qui est rentré à partir de 40 millions, il a sauté à 200 millions. Si ça va être la prochaine fois, si le PQ rentre, ça va être horrible, horrible, horrible. Merci beaucoup, Paul. Manon, est-ce que vous faites partie des désabusés, Manon? Oui, moi, j'ai pas confiance à aucun politicien municipal, fédéral et provincial. Quand ils rentrent là, ils sont pas tellement riches. Puis quand ils sortent là, ils sont millionnaires à nos frais. Puis ils couchent avec les syndicats puis les petites enveloppes brunes. Et des gens comme François Legault, qui est indépendant de fortune, qui est très riche, lui, est-ce que vous pensez que ça va être la même affaire? Ça va être peut-être la même affaire. Toute la même affaire. Donc, vous votez pas? Vous votez plus? Pour ma part, là, j'ai aucune confiance en aucun politicien. Merci beaucoup, Manon. J'ai plus Manon. confiance en vous qu'eux autres. Merci beaucoup, Manon. Mathieu Bock-Côté, j'ai reçu sur la page Facebook un commentaire de quelqu'un que vous connaissez, Yann Sénéchal, qui est un blogueur qu'on connaît très bien. Lui, il dit tout du pareil au même, c'est le genre de raccourci qu'aime prendre la population afin de justifier son manque d'intérêt pour la politique. Ils sont tous pareils. Non, justement, ils sont pas tous pareils, mais vous faites pas la différence parce que vous prenez pas vos responsabilités et vous refusez de vous informer sur les programmes politiques. Est-ce que, justement, c'est facile, Mathieu Bock-Côté, de dire tout pareil, tout pourri, comme ça, on n'a pas besoin de s'intéresser à la politique puis de lire leur programme? Oui, oui, ça, c'est un bon commentaire. C'est très satisfaisant moralement que de se dire tous pareils. Hein. C'est-à-dire, le citoyen se présente comme il porte une vertu, il incarne la vertu devant un système absolument malfaisant et corrompu, ce qui fait en sorte qu'on peut ne pas croire aux institutions et se donner à rabais la possibilité de ne pas y croire. C'est malheureux. Donc là-dessus, il y a une forme de désengagement, de d'effritement du sens civique, de la responsabilité civique, mais ça s'inscrit dans un portrait plus vaste. Hein? C'est-à-dire, d'un côté, l'épuisement des différentes traditions politiques au Québec. Autrefois, rappelez-vous, on naissait rouge, on naissait bleu et on se transmettait ces convictions-là d'une génération à l'autre. Autrement dit, il y avait une culture politique presque familiale au Québec. Aujourd'hui, dans une société où tout le monde est replié dans l'intime, une société qui fait du cynisme le rapport privilégié aux institutions, dans une société où les partis politiques eux-mêmes ont renoncé aux idéaux pour s'aplatir dans la gestion, dans une société qui ne définit le bien commun qu'en termes économiques, comme si l'économie faisait foi de tout, et bien dans une telle société, le cynisme citoyen se développe beaucoup plus facilement que dans une autre. Mathieu Bock-Côté, il y a aussi peut-être la mondialisation, c'est-à-dire que les gouvernements maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment une marge de manœuvre? Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire des choix? On a l'impression que la game se joue au-dessus d'eux autres, et c'est le système économique. Alors que tu as un gouvernement de gauche ou de droite, il va être obligé de prendre les mêmes décisions parce que c'est Standard Poor's qui va leur charger de les ramener à l'ordre. C'est les agences de crédit, c'est les banques, etc. Là, on se dit, les politiciens, finalement, c'est des marionnettes du système économique. Bien, il y a du vrai et du faux là-dedans. C'est-à-dire, si l'idéal, c'est justement de contrôler politiquement l'économie, il n'y a aucun doute là-dessus que la mondialisation change la donne. D'un point de vue de droite, en libéral ou de gauche, progressiste, dans ces deux cas-là, c'est vrai. Mais si on ne réduit pas la politique à l'économie, si on se rend compte que les questions d'éducation, de culture, des questions d'identité, des questions de symboles, des questions de transmission d'une identité culturelle, ces questions-là sont aussi politiques, là-dessus, la mondialisation a beaucoup moins d'emprise. Je donne souvent cet exemple. Au Québec, réformer l'éducation et ramener l'éducation à une forme de pédagogie plus classique, hein, de transmission de la culture plutôt que de la réforme scolaire telle qu'on l'a connue ces dernières années. La mondialisation ne nous interdit pas ça. Au Québec, en finir avec le multiculturalisme ou l'interculturalisme, la mondialisation ne nous interdit pas ça. Autrement dit, les États sont beaucoup plus puissants qu'ils ne veulent le reconnaître aujourd'hui, mais ils préfèrent souvent se masquer derrière l'idée de la mondialisation pour justifier non pas leur impuissance, mais leur manque de courage. Donc c'est vrai que la mondialisation a une influence, mais il ne faut pas tout justifier par ça. On a deux appels, deux femmes. Pascal, tout d'abord, Pascal, on vous écoute.
Bonjour. Bonjour, M. Martineau. Bonjour. Vous allez bien? Oui, est-ce que vous êtes dans les cyniques, les désabusés, ils sont tous pareils, tous pourris? Non, malheureusement, non. OK. Moi, je crois encore à la politique. OK. Pourquoi? Ben, moi, je me dis qu'en tant que société, si on réussit à choisir les bons partis politiques au pouvoir, ben, on va pouvoir finir par avoir un gouvernement qui a de l'allure en poste. Mais Donc, je pense qu'il faut vraiment faire les bons choix. Donc, vous vous informez, vous ne votez pas seulement selon la tête de l'emploi, la couleur de la cravate. Non, désolé. OK, merci Pascal. Ça m'a fait plaisir. Louise, au bout du fil, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Ben moi, je crois toujours à la politique. OK. Et je ne crois pas qu'il y ait une pomme plus pourrite que l'autre. Présentement, ce qu'on voit, c'est que les étudiants dénoncent le ministre Charest. Donc ça, c'est une grosse sauce par-dessus un gros tas de pâtes. Mais ce qu'on voit présentement, c'est que la sauce. On ne voit pas les gens qui, eux, sont prêts à avoir un bon gouvernement. Il n'est pas nécessairement mauvais. Ça, c'était très intéressant. Merci beaucoup, Louise. Mathieu Bock-Côté, je rapproche le commentaire que Louise a fait sur une chronique que vous venez d'écrire, le mythe de la société parfaite. Oui. Les gens veulent une société pure, parfaite, et au moindre signe de corruption, abandonnent et disent qu'ils sont toutes pourries. Or, autant Pascal que Louise qui nous ont appelés, c'est des gens qui disent la société ne sera pas parfaite. Il va y avoir des gens qui ne sont pas corrects. Il va y avoir des politiciens qui sont corrompus. Mais je ne veux pas d'une société parfaite. Je ne rêve pas de ça. J'ai plus 12 ans. Je sais qu'il va y avoir de l'imperfection. Je l'accepte et je sais que là-dedans, il y a des gens qui sont bons, qui sont corrects. Ça rejoint vos propos. Oui, absolument. C'est-à-dire l'utopisme, comme j'appelle ça, c'est le rêve d'une société parfaite. C'est une forme d'adolescence politique, finalement. Hein. C'est-à-dire on ne voit pas la politique comme un conflit entre différentes versions du bien, mais entre le bien et le mal, entre les corrompus et ceux qui sont les rédempteurs de l'humanité. Eh bien, quand on a une vision comme celle-là, forme d'utopisme, on ne débat pas avec son adversaire. On cherche à en finir avec son ennemi. On ne cherche pas à le convaincre, on cherche à le vomir, à le discréditer. Donc, dans une société normale, on accepte l'idée que la société ne sera pas parfaite, mais qu'elle peut être meilleure. Autrement dit, lorsqu'on regarde le Québec actuellement, il faut être sévère envers ce que le Québec devient. Le Québec, ça ne nous plaît pas ce qu'il devient. Mais il ne faut pas être exagérément sévère et cesser de croire à la société, tout simplement, parce que quand on cesse de croire à la société, il y a deux possibilités. C'est soit le repli dans l'intimité, ou alors c'est l'espèce de croyance révolutionnaire dans nous voulons un tout autre monde que celui qui existe en ce moment. Et on quitte le domaine indispensable de la politique. Qu'est-ce que c'est la politique? C'est la conjugaison de l'idéalisme et du réalisme. De ce point de vue-là, le mythe de la société parfaite est un mythe dangereux parce qu'il dépolitise la société. Et Mathieu Bock-Côté, on peut faire le parallèle dans des relations amoureuses. Hein. Si tu cherches la partenaire parfaite qui n'a aucun défaut, tu vas être tout seul. Tu vas te ramasser tout seul. Il faut que tu deals avec l'imperfection. Il faut dealer avec la réalité, tout simplement. Et le mythe de la plénitude, le mythe de la transparence absolue, le mythe de la démocratie parfaite, ce sont des mythes qui excitent finalement ceux qui ont une vision adolescente de la chose publique. De ce point de vue-là, je crois qu'il faut en revenir à un sain réalisme qui nous dit toujours la consigne suivante. Les choses vont peut-être plus mal qu'on le croit, mais peuvent aller mieux qu'on l'espère. Encore faut-il en prendre les moyens. Encore faut-il, cela dit, ne pas avoir des espoirs démesurés. Hein, je dis souvent, la politique est faite pour être décevante, mais elle n'est pas faite pour nous rendre désespérés. Décevante parce que les idéaux auxquels on croit ne seront jamais parfaitement réalisés, mais non pas désespérés parce que ces idéaux peuvent néanmoins s'appliquer un peu. Mathieu Bock, toujours passionnant de discuter avec vous. Merci beaucoup. On peut vous lire dans le Journal de Montréal. Vous avez un blog aussi. Après la pause, Stéphane Bédard, le leader du Parti québécois, va réagir aux résultats du sondage de G-Marketing. Restez avec nous. Donc, nous allons parler maintenant du sondage Léger Marketing qu'on voit dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Les gens sont complètement désabusés du système politique. On peut voir peut-être les trois tableaux sur ce sondage-là. Premièrement, croyez-vous que le problème de corruption entre les élus et des entrepreneurs privés est un problème répandu ou limité à quelques personnes au Québec? Problème répandu à tout le Québec, 85 %. C'est énorme. Deuxième tableau, croyez-vous que la majorité des députés sont honnêtes ou que la majorité des députés sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans des problèmes de corruption?
53 % croient que l'ensemble des politiciens est impliqué d'une façon ou d'une autre dans la corruption. Et dernier tableau, selon vous, est-ce que les travaux, les actions de la commission Charbonneau, de l'UPAC ou de la police vont réussir à faire la lumière sur la corruption? 45 % des gens croient non. On ne fera pas la lumière sur les problèmes de corruption. Nous allons parler de ce désabusement-là avec le sociologue Mathieu Bock-Côté et chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour Mathieu Bock. Bonjour. Est-ce que ça vous surprend? Non, je crois que dans l'espèce de situation de crise politique, de crise sociale durable qu'on vit au Québec depuis quelques années déjà, et dont la crise étudiante et la dernière manifestation, la rupture entre la population et le gouvernement ne fait que se radicaliser. Et là, il y a deux éléments dont on doit tenir compte. Le sentiment que la classe politique est corrompue a toujours appartenu à l'histoire de la politique. Hein, qu'on se réfère à la Grèce antique, qu'on se réfère au pouvoir des monarchies, qu'on se réfère aux républiques modernes, qu'on se réfère aux sociétés contemporaines, toujours on a le sentiment que le pouvoir politique est beaucoup corrompu. Ce qu'il y a de particulier normalement, c'est que les gens ne voient pas que la corruption dans la politique, ils voient aussi des idéaux, ils voient aussi un destin collectif, ils voient aussi des décisions, ils voient des choix collectifs. Mais lorsqu'une société est paralysée et n'est plus capable de faire des choix, lorsqu'une société ne voit plus d'idéaux dans l'État, ne voit plus d'idéaux dans la politique, ce qui reste de la politique finalement, c'est le copinage, les intérêts, l'image de la corruption. Et puisqu'on ne voit plus que la corruption, on a l'impression qu'elle prend toute la place et que tous sont coupables dans un système où chacun se graisse la patte. Tout à fait. D'ailleurs, je lance un appel à nos téléspectateurs. Vous pouvez laisser un message sur notre page Facebook, Franchement Martineau. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que vous faites partie des désabusés du système, du gouvernement? Est-ce que vous croyez que tout le monde est corrompu, que c'est tous du pareil au même? Vous pouvez nous appeler au numéro qui apparaît à l'écran. Mathieu Bock-Côté, non seulement on est désabusé envers le gouvernement, mais envers toute forme de politique, parce que même la CAQ qui n'a pas pris le pouvoir et qui, selon les sondages, ne prendra pas vraisemblablement pas le pouvoir aux prochaines élections, même la CAQ est éclaboussée. Finalement, on dit c'est tout un système, c'est du pareil au même. Ben voilà, c'est-à-dire une société qui est dans un sentiment de blocage collectif, comme c'est le Québec, eh bien, se met à ne plus croire à ses institutions. Et elle distille un poison tout à fait particulier, c'est le cynisme. Hein, on a quelquefois l'habitude de voir du cynisme, c'est comme quelqu'un qui ne croit en rien et tourne tout en ridicule. C'est faux. Le cynisme, c'est l'expression de la raison politique, peut-on dire, dans une société où les institutions ont fait faillite au niveau de la légitimité, au niveau de la confiance démocratique. Donc là, ce n'est plus que le gouvernement qui est accusé, c'est l'opposition officielle, c'est tous ceux qui touchent de près ou de loin au système politique. Voilà pourquoi je dis qu'en ce moment, si la question de la corruption est fondamentale parce qu'elle ruine la confiance dans les institutions, nous ne saurions toutefois réduire le malaise politique à ça, et l'opposition, quelle qu'elle soit, que ce soit le Parti québécois ou la CAQ, va devoir non seulement répondre au problème de la corruption, qui est indéniable, mais aussi, je le dis, arriver avec une offre politique qui nous rappelle que la politique, ce n'est pas que corruption, ce n'est pas que copinage. Autrement dit, quels sont les idéaux de chacun? Et c'est un peu ce qu'on voit dans les rues ces jours-ci. Je ne parle pas de la casse étudiante, mais des manifestants de dimanche et ainsi de suite. Ce qu'ils nous demandent finalement, c'est que dans cette société bloquée, peut-on recommencer à croire à la politique? Peut-on recommencer à croire aux idéaux collectifs? Ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura plus de corruption. Ça veut dire que demain, nous ne verrons plus que la corruption. Nous verrons qu'elle est une tache dans un portrait et non pas l'ensemble du portrait. C'est ça, mais il y a des gens qui croient que c'est le système lui-même parce que, Mathieu, pour faire une campagne politique, ça prend beaucoup d'argent. Bon, donc, il faut que les gens donnent de l'argent à des partis politiques. Qui donne de l'argent à des partis politiques ces temps-ci? Si vous voulez donner de l'argent, vous donnez de l'argent à des organismes communautaires, à des organismes de charité, à Centraide, à Greenpeace. Bon, mais qui va donner de l'argent à des partis politiques? Des gens qui s'attendent à un retour d'ascenseur. C'est un peu ça l'affaire. Les gens se disent, c'est le système qui est pourri au grand complet. C'est René Lévesque, lorsqu'il décide d'enclencher, dans la fin des années 70, dans le premier mandat du Parti québécois, la loi sur le financement populaire des partis politiques, se donne comme objectif de contourner finalement ces intérêts organisés, ces corporatismes qui justement financent la caisse des partis dans l'espoir d'en tirer quelque avantage. Et c'est une loi qui pendant longtemps a eu des effets très bénéfiques, qui a véritablement donné une forme de santé démocratique
particulière au Québec. Mais manifestement, après une trentaine d'années, cette loi doit être remise à jour pour voir, parce que finalement, il faut voir, toutes les lois, on apprend à les contourner. L'ensemble des lois, que ce soit des lois de la circulation, en fait, pour faire l'ensemble des lois dans une société, elles sont contournées. C'est ça, là, les entreprises n'ont pas le droit de donner, n'ont pas le droit de donner de l'argent, donc demandent à leurs employés de, eux, donner de l'argent et on les rembourse en dessous de la table. Donc, on contourne la loi. Et voilà. Donc, la loi est contournée en ce moment. Donc, la question, c'est comment faire en sorte que cette loi, on puisse la ramener à son esprit originel. Comment peut-on, finalement, assainir à nouveau les mœurs politiques? Mais, cela dit, il faut avoir une vision, je dirais, critique envers ça, mais pas exagérément cynique. Et je me permets de dire, lorsque la politique québécoise fonctionnait, rappelez-vous, les années référendaires, hein, les années constitutionnelles où la question nationale était très forte, le Parti libéral a toujours été capable d'amasser beaucoup plus d'argent que le Parti québécois, mais le Parti québécois a gouverné le Québec une fois sur deux à peu près. Pourquoi? Parce qu'il réussissait à avoir son argent aussi d'une base populaire, de militants, de sympathisants, de gens qui croyaient en son option. Autrement dit, le financement populaire n'a pas toujours été une fiction au Québec, ça n'a pas toujours été corrompu. Et là, la question qu'on peut se demander aujourd'hui, c'est comment ramener cet esprit généreux du financement populaire en politique en je dirais en limitant, sans l'abolir, l'influence de l'argent sur la politique. Bien, justement, la question est lancée. Est-ce qu'on a besoin d'un projet de société qui transcende les questions économiques? Restez là, Mathieu Bock-Côté, vous aussi à la maison. On revient, on va continuer la conversation avec vos commentaires après la pause.